La mémoire des résistants espagnols a été longtemps une mémoire empêchée, une mémoire oubliée. En Espagne, les républicains étaient des vaincus dont il fallait effacer toute trace. Pendant des années, au moins jusqu'au milieu des années 1960, la seule vision autorisée de la guerre civile était, du fait d'une forte répression, celle d'une croisade espagnole contre l'athéisme. Puis le franquisme parla d'une guerre de libération. L'histoire des vaincus de la guerre d'Espagne, et particulièrement celle des exilés républicains, fut ainsi ensevelie pendant des décennies sous la propagande franquiste. Après le retour de la démocratie en Espagne, ce n'est que progressivement que l'histoire de la guerre et de l'exil a ressurgi. C'est la société civile espagnole qui a pris, dans la dernière décennie du siècle dernier, l'initiative de soulever la chape de silence qui recouvrait la répression franquiste et l'exil. De nombreuses associations mémorielles se sont créées dans le but de réhabiliter les exilés et les opposants victimes de la dictature. Après la condamnation unanime des parlementaires espagnols par rapport au soulèvement militaire de 1936, condamnation qui a été votée en 2002, une loi de mémoire historique fut adoptée en 2007, reconnaissant officiellement les républicains persécutés par le franquisme. Ça a été la première politique de mémoire en Espagne. Et en octobre 2022, la toute récente loi de mémoire démocratique renforce les dispositifs existants de manière à être en conformité avec les traités internationaux relatifs aux droits humains. Du côté français, les républicains espagnols exilés sont passés du statut d'indésirables en 1939, tel que les législations de 1938 sur les réfugiés les désignaient, à celui d'anciens résistants honorés dans l'immédiate après-guerre, puis oubliés ensuite. Nous reviendrons ultérieurement sur l'aspect discontinu des politiques françaises publiques par rapport aux résistants espagnols. Mais un rapide rappel est nécessaire de la participation des Espagnols à la résistance, qui est effectivement considérable et multiforme. Elle revêt 3 et même 4 formes principales. D'une part, la constitution de réseaux clandestins de passage des Pyrénées, la participation à des mouvements français et internationaux de résistance, l'organisation d'un mouvement armé autonome, le 14e corps de guérilleros, et la participation aux formations de la France libre. La première participation des républicains espagnols à la résistance fut l'organisation, en coopération avec les services secrets alliés, de réseaux de passage clandestins des Pyrénées à partir des structures de liaison avec l'Espagne mises rapidement en place par les organisations politiques de l'exil. Et l'une des filières d'évasion la plus ancienne est due à l'initiative d'un militant libertaire de la CNT, Francisco Ponzán, dont le groupe fut l'élément moteur du réseau de Pat O'Leary. Ponzán sera assassiné en août 1944, à la veille de la libération de Toulouse. Sa sœur Pilar, que l'on voit ici au milieu, très active dans le réseau, est l'une des 5 femmes espagnoles reconnues comme combattantes des forces françaises libres. Un autre membre actif du réseau, José Esther Borras, également militant anarcho-syndicaliste, sera déporté à Mauthausen, ainsi que son épouse Alfonsina Bueno et toute sa belle famille. Voici la citation décernée en 1947 à Francisco Ponzán, qui avait convoyé personnellement une 60aine de soldats et aviateurs anglais et américains et assuré sans incident leur arrivée à Barcelone. Alors d'autres groupes d'évasion ont été constitués par des Espagnols, comme le groupe Martin du réseau Vic, dirigé par le Catalan Josep Rovira, qui avait commandé la 29e division, celle du Poum, sur le front d'Aragon. Le gouvernement basque en exil a également mis ses services secrets à la disposition des Alliés et leur chef a été arrêté et exécuté à Madrid en 1943. Et les Espagnols ont participé à des mouvements français et internationaux de résistance. Dès l'été 1941, en zone occupée, les organisations communistes entreprirent la guérilla urbaine. Les frères Miret y Musté, Josep et Conrado, jouèrent un rôle important comme responsables des groupes armés de diverses nationalités organisés par la MOI. Le premier fut déporté à Mauthausen et le second mourut sous la torture. C'est alors que ce groupe, décimé fin 1942,
voit ses survivants s'intégrer dans d'autres groupes de la MOI auprès de volontaires d'autres nationalités. Et parmi eux se trouve Celestino Alfonso, l'un des résistants étrangers du groupe Manouchian, fusillé au Mont-Valérien en février 1944. Celestino Alfonso était arrivé en France avec ses parents à l'âge de 11 ans. Il a été responsable des jeunesses communistes d'Ivry-sur-Seine, il était ouvrier menuisier. Il s'engagea en août 1936 dans les brigades internationales, mais il reprit en 1939 le chemin de l'exil avec un demi-million de ses compatriotes. Interné dans le camp d'Argelès, il a été incorporé dans une compagnie de travailleurs étrangers et il rejoint en 1943 le groupe de Missak Manouchian. Et il participe le 28 septembre 1943 à l'exécution du général SS Julius Ritter, qui supervisait le STO. Il fut arrêté 2 mois après et jugé. Et on peut voir ici sa dernière lettre qui dit le 21 février 1944 à l'aube « Aujourd'hui, je serai fusillé. Je ne suis qu'un soldat qui meurt pour la France. Je sais pourquoi je meurs et j'en suis fier. Je ne regrette pas mon passé et si je pouvais revivre, je serais encore le premier. » Et il ajoute « Je voudrais que mon fils ait une belle instruction. » Et dans ses premiers engagements dans la résistance, notamment dans la lutte armée, la continuité avec la guerre d'Espagne est claire, car le rôle des anciens des brigades internationales y est prédominant. C'est le cas de Celestino Alfonso, c'est le cas de Liz London, qui, il faut le rappeler, en tant que militante communiste, a pris la parole dans le rue Daguerre, dans le 14e arrondissement, en août 1942, pour appeler les femmes à résister. Et elle est arrêtée le 12 août, quelques jours après, en même temps que son mari, Arthur London, responsable du travail allemand auprès des troupes d'occupation. Et elle sera déportée à Ravensbrück. L'autre personne que vous voyez est Neus Catala, qui était infirmière à Barcelone, qui accompagnait en exil une colonie d'enfants lors du grand exode de 1939. Pendant l'occupation, elle rejoignit le maquis FTP-MOI de Tournac, en Dordogne. Elle devint agent de liaison entre ce département et la Corrèze. Elle a été arrêtée en novembre 1943 avec son mari, Albert Roger, résistant également. Neus Catala fut déportée à Ravensbrück, son mari mourut en déportation. Et après la guerre, Neus Catala fit un grand travail pour faire connaître le rôle des femmes espagnoles dans la résistance. Et aujourd'hui, une rue du 20e arrondissement porte son nom. Les Espagnols ont combattu beaucoup dans des maquis français. Là, on voit des vues sur le maquis des Glières. Et il a constitué un mouvement armé autonome. En zone non occupée, l'embrigadement des républicains espagnols dans les GTE, les groupements de travailleurs étrangers, a favorisé leur regroupement et a favorisé, évidemment, la constitution des premiers noyaux de résistance, car nombre de maquis vont se constituer à partir de ces noyaux de résistance et de protection dans les chantiers de construction de barrages dans le Massif central, dans les chantiers forestiers des départements pyrénéens ou dans les mines cévenoles. Et une étape importante de la résistance espagnole commence fin 1942, marquée par son unification sous l'égide du Parti communiste espagnol, par le développement des maquis et de la lutte armée et par la prédominance affirmée du Sud-Ouest. Le PCE a constitué en 1942 le 14e corps de guerrilleros et il a donné à ce mouvement militaire une direction politique, l'Union nationale espagnole, identique aux fronts nationaux créés par les partis communistes. L'Union nationale espagnole va s'assurer une prépondérance incontestable dans la structuration politique de l'exil espagnol pendant la clandestinité, même si des formations espagnoles de résistance existèrent en dehors d'elle, comme le maquis anarchiste du barrage de l'Aigle, aux confins du Cantal et de la Corrèze. Et ces unités de combattants furent particulièrement actives dans tout le sud-ouest, des Pyrénées à la Dordogne. Lors des combats de l'été 1944, qui ont été fondamentaux pour retarder la retraite allemande, les Espagnols ont pris une part importante et ont également participé à la libération de nombreux départements, dont l'Ariège, les Basses-Pyrénées, le Gers, le Tarn ou les Pyrénées-Orientales. Parmi les nombreux résistants et résistantes espagnols engagés dans le 14e corps de guerrilleros, on peut citer José Antonio Alonso Alcalde,
asturien qui a grandi en Catalogne, qui après la retirade de 1939 a été interné dans le camp de Settefond, dans le Tarn-et-Garonne, enrôlé dans une compagnie de travailleurs étrangers. Et sous l'occupation, il entra en contact avec la résistance communiste et rejoignit dans l'Ariège, au col de Py, la 3e brigade de guérilleros. Sous le nom de commandant Robert, il en devint le chef d'état-major et réorganisa le maquis. La libération de Foix, le 19 août 1944, se fit sous son commandement uniquement avec des combattants espagnols. Et évidemment, la déportation dans les camps nazis a été souvent la destination de nombreux résistants espagnols, hommes comme femmes. Il y avait déjà eu, à l'été 1940, la déportation à Mauthausen des prestataires espagnols de l'armée française, ceux qui avaient été faits prisonniers dans les compagnies de travailleurs étrangers. Et là, ces triangles bleus, arrêtés donc à l'été 40, vont être rejoints au fil des années par les triangles rouges envoyés dans ce camp autrichien, mais également à Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Flossenbürg, Ravensbrück et Auschwitz. Là, vous voyez Mercedes Núñez Targa, évadée d'Espagne, membre de la 5e brigade de guérilleros de l'Aude, déportée à Ravensbrück, puis au commando à Sag, près de Leipzig, et libérée le 14 avril 1945, le jour même où elle était inscrite pour le transport vers la chambre à gaz. Et vous voyez ici Jorge Semprún, du réseau Jean-Marie Action, lié au service secret britannique. Il a été arrêté à 20 ans dans Lyon par les Allemands et déporté à Buchenwald. Et comme vous le savez, il a écrit de très nombreux ouvrages, autobiographies romancées, qui évoquent l'univers concentrationnaire qu'il a bien connu. Et il y a effectivement la participation des Espagnols à des formations militaires de la France libre. Cela a été un petit peu évoqué. La 13e demi-brigade de la Légion étrangère, à forte composante espagnole, a donné leur premier groupe de choc aux forces françaises libres, intervenant sur de nombreux fronts en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Et également, on a évoqué aussi la Nueve, la compagnie à dominante espagnole, avec des officiers de l'armée républicaine, issus des corps francs d'Afrique, et qui se retrouvent donc dans la 2e division du général Leclerc. Et ce sont ces Espagnols de la Nueve qui vont conduire les véhicules blindés entrés dans Paris le 24 août 1944. Alors c'est vrai que ces véhicules blindés qui portent les noms de Madrid, Guernica, Teruel ou Don Quichotte ont été assez rapidement, dans les médias, remplacés par des véhicules au nom français. Et les politiques de mémoire sont effectivement discontinues. En France, les républicains espagnols ont donc été considérés en 1939, lors de leur arrivée, comme des indésirables, selon les termes du décret du 12 novembre 1938 qui prévoyait leur internement. Et si au lendemain de la libération de la France, les gouvernements issus de la résistance ont soutenu activement les républicains espagnols, l'éruption de la guerre froide et l'admission de l'Espagne franquiste dans le concert des nations ont fait tomber dans l'oubli les exilés antifranquistes. À la libération, les républicains espagnols qui avaient combattu au coude à coude avec les Français dans les maquis furent soutenus par les gouvernements français issus de la résistance. Avant même que la guerre mondiale ne se termine, le gouvernement leur accorde, le 15 mars 1945, le statut de réfugié politique, en application de la Convention de Genève de 1933. Ils ont enfin un statut. Et pendant plusieurs années, jusqu'au début de 1948, les autorités françaises ont manifesté une sympathie active envers les républicains espagnols, intervenant à l'ONU pour obtenir la condamnation du régime franquiste, tentant d'entraîner leurs alliés anglo-saxons dans une condamnation ferme de la dictature. Cette condamnation, qui a été votée par l'Assemblée générale de l'ONU le 12 décembre 1946, en recommandant aux pays membres de retirer leurs ambassadeurs d'Espagne. Et dans cette période, entre 1946 et 1948, la France va accueillir des milliers de réfugiés clandestins espagnols et va leur accorder assez libéralement le statut de réfugié politique. Et la France va même fermer pendant 2 ans
de mars 46 à février 48, la frontière franco-espagnole, suite à l'exécution à Madrid de 11 antifranquistes, anciens résistants pendant l'occupation, dont Cristino Garcia, organisateur des maquis espagnols dans le Gard et en Lozère. Mais la France ne pouvait que constater les réticences de ses alliés à définir des sanctions précises et le souci des pays anglo-saxons, mais également de l'URSS, de ne pas provoquer de bouleversement dans la péninsule ibérique. Et pendant ce temps-là, le contexte international et la situation politique nationale s'étaient singulièrement modifiés. Survenue la guerre froide, changement de majorité politique en France, et très vite après la réouverture de la frontière en 1948, des pourparlers commerciaux s'engagent entre Madrid et Paris. En 1950, la vie politique française est fortement marquée par la guerre froide et il y a l'interdiction de toutes les organisations communistes espagnoles de l'exil et notamment de l'amicale des anciens FFI résistants espagnols qui portait la mémoire d'une grande partie de la lutte armée menée en France par les Espagnols pendant l'occupation. Ainsi, à peine plus de 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'établissement de relations normales entre les deux pays ne pouvait que marginaliser les républicains espagnols. Le souvenir de la participation des républicains espagnols à la résistance s'estompa. Ostracisés en Espagne, ils étaient oubliés en France. Et évidemment, l'entrée de l'Espagne à l'ONU en 1955 fit que la mémoire de la résistance espagnole sombra dans l'oubli. Alors, je n'évoquerai très rapidement les liens qui se resserrent sous la Ve République entre la France et l'Espagne. La guerre d'indépendance algérienne accroissait les possibilités de pression de Franco sur le gouvernement français et les exilés espagnols furent alors l'objet de véritables tractations. La dictature franquiste pouvait exiger le musellement des exilés en France en échange de la surveillance des exilés sur le territoire français. Alors, pendant cette période, il y a eu un certain nombre d'initiatives privées militantes qui ont érigé des traces mémorielles de la participation des Espagnols à la résistance. Ça a été le cas, par exemple, en 1952 à Annecy, où un monument est dédié aux Espagnols, sous l'égide de Daniel Mayer, qui a été, je le rappelle, le chef de la résistance socialiste sous l'occupation, et de Pablo Casals. En 1969, le monument en hommage aux Espagnols morts à Mauthausen au cimetière du Père-Lachaise, en face du mur des Fédérés, monument érigé à l'initiative de la FEDIP, Fédération espagnole des déportés et internés politiques. C'est grâce à une souscription que l'amicale des anciens guérilleros espagnols en France, reconstituée en 1976, a fait ériger un monument à la mémoire des guérilleros morts pour la France, à Prayols, dans l'Ariège, lieu de combat important pour la libération du département. Et au long des manifestations nationales du cinquantenaire de la Libération, en 1994, la participation des Espagnols a été quasiment passée sous silence. Seule une cérémonie a réuni le 21 octobre à Prayols, justement, des délégations officielles françaises et espagnoles, présidées par François Mitterrand et Felipe González, en marge d'un sommet franco-espagnol tenu à Foix. La mémoire combattante se trouvait honorée au plus haut niveau, mais cantonnée dans un aspect local. Il a fallu attendre 2004 pour que, et le 60e anniversaire de la libération de Paris, pour que la capitale se souvienne du rôle joué par les républicains espagnols. Ce n'est donc qu'en 2004 qu'une cérémonie organisée par la mairie de Paris a rendu hommage aux combattants de la Nueve. Et à partir de cette date, il y a une floraison d'hommages organisés par les régions. Par les régions où les descendants des républicains espagnols sont très nombreux, notamment en 2004 en Midi-Pyrénées, mais également en Aquitaine, en Languedoc-Roussillon, et dans différents départements en 2009 et en 2019. C'est en 2014 que, pour la première fois, le 25 août, un président de la République française a reconnu officiellement le rôle de la Nueve et des républicains espagnols dans la libération de Paris et de la France. Et c'est dans le cadre du 26e sommet
franco-espagnol tenu à Montauban le 15 mars 2021 que l'actuel président de la République a évoqué publiquement ces combattants de la liberté qui ont fui l'Espagne pour se retrouver en France et qui ont souvent donné leur vie pour défendre la France elle-même. Alors c'est vrai que ces oublis, ces longs oublis mémoriels sont aussi, oui, je termine là, on trouve aussi leur cause chez les exilés espagnols eux-mêmes. Les antagonismes politiques apparus pendant la guerre d'Espagne et revécus dans l'exil ont empêché la constitution d'une mémoire commune de la résistance espagnole. Au-delà de ces clivages, la préoccupation principale des réfugiés espagnols est demeurer l'Espagne tout au long des années d'exil. La participation à la résistance en France n'a été pour beaucoup qu'une étape moralement et politiquement obligée dans la longue marche qui devait les mener à la reconquête de l'Espagne. Après 1945, l'activité militante des exilés espagnols est restée centrée sur la lutte antifranquiste. Le temps était au combat contre la dictature et non à la construction d'une mémoire historique. Mais depuis la fin du XXe siècle, on assiste aussi bien en France qu'en Espagne à une forte réémergence des mémoires. Un important mouvement mémoriel s'est constitué des deux côtés des Pyrénées, qui entend rappeler le rôle des Espagnols dans la guerre mondiale et dans la résistance. Depuis le tournant des 2 siècles, la société civile, qui est composée de générations qui n'ont pas connu personnellement la guerre d'Espagne et la guerre mondiale, est entrée sur la scène publique pour sortir de l'oubli une histoire longtemps occultée dans les 2 pays. De nombreuses associations mémoriales se sont créées également en France, dans des régions extrêmement diverses, qui témoignent de la véritable diaspora de l'exil espagnol. La loi de mémoire démocratique de 2022, adoptée par le Parlement espagnol, apporte une reconnaissance officielle affirmée aux Espagnols exilés qui se sont battus à l'extérieur du pays pour combattre le nazisme. Chaque 8 mai sera dans la péninsule un jour d'hommage aux victimes de l'exil, même si chaque pays d'exil sera libre évidemment de choisir un jour qui conviendrait mieux à sa propre histoire. Mais ce choix du 8 mai par l'Espagne permet à celle-ci de se trouver reliée aux célébrations européennes de la victoire des démocraties sur les fascismes. Ce sont les résistants espagnols en France qui permettent ainsi à leur pays d'origine d'établir ce lien. Je termine par une remarque écrite par un journaliste espagnol en exil en 1945, donc à peine la guerre terminée. Et il dit « Les Espagnols qui se trouvaient en France quand les armées d'Hitler l'envahirent n'étaient pas seulement les soldats d'une armée régulière qui, jusqu'au dernier moment, avaient lutté pour la défense de leur patrie. Ils n'étaient pas non plus des émigrés normaux, incorporés à la vie économique du pays qui les avait accueillis. Ils étaient encore moins des aventuriers, disposés à se mêler allègrement à tout ce qui serait risque et aventure. Ils savaient que leur guerre avait été seulement le premier acte de la catastrophe que le fascisme allait rendre inévitable. Pour eux, la lutte n'était pas terminée. Je vous remercie de votre attention.